19 heures. L'affaire EDM SA continue de faire des victimes judiciaires. En plus de l'ancien ministre de l'Énergie, deux anciens directeurs généraux de l'EDM du Mali et d'autres cadres de l'EDM, des opérateurs économiques fournisseurs de carburant, ont été également placés sous mandat de dépôt par la Cour suprême de Bamako. Vous allez avoir les détails dans ce journal. Dans son rapport publié courant janvier 2024, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance annonce que près de 9 millions de personnes seront menacées par l'insécurité alimentaire en 2024. Ce chiffre est contesté par le Commissariat à la sécurité alimentaire qui annonce un chiffre de plus d'1 million de personnes. La Ligue démocratique pour le changement a 6 ans depuis ce 20 janvier 2024. À cette occasion, elle a invité les autorités de la transition à organiser des élections pour mettre fin aux multiples défis que traverse notre pays. Et voilà donc pour les sommaires. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h. Le comité syndical des impôts a tenu ce mardi 23 janvier 2024 une rencontre avec leurs aînés, l'association des travailleurs retraités des impôts et des domaines. À travers cette initiative, le bureau syndical veut échanger, collaborer et recevoir des conseils de leurs prédécesseurs. Une démarche vivement apprécié par ces derniers. Le compte-rendu est signé Assitan Diallo, Montala Ouattara. Conscient que les retraités peuvent les accompagner dans ces missions communes, le Bureau syndical des impôts a souhaité rencontrer l'Association des travailleurs retraités des impôts et des domaines, échanger et recevoir des conseils. Tels sont les points qui ont été à l'ordre du jour de la rencontre. L'objectif de la rencontre, c'était d'échanger avec nos aînés. Nous sommes dans une administration. Donc il est toujours bon d'échanger avec ceux qui ont eu en charge le service. Et on a attendu d'eux également des conseils et voir dans quelle mesure nous pouvons évoluer ensemble pour améliorer les conditions de travail des agents. Donc il s'agit de défendre les intérêts de tout le monde, des travailleurs, y compris ceux qui sont à la retraite. Raison pour laquelle nous avons souhaité cette rencontre-là et Dieu merci. Elle s'est très bien déroulée, on s'est très bien compris et puis on a bien échangé. Ravi de cette marque de considération, le bureau des retraités a répondu à l'invitation tout en rassurant de sa disponibilité à accompagner le bureau. Et le bureau du syndicat des impôts nous a conviés à cette rencontre pour venir vraiment nous faire d'abord l'état des lieux parce que la mise en place du bureau n'a pas été facile. Donc nous avons fait l'état des lieux et en tant qu'anciens de la maison, on puisse être de leur côté pour prodiguer des conseils, essayer qu'on puisse travailler ensemble. Donc c'est une bonne chose, je sais que c'est la bonne démarche. Ce qu'ils font en tant qu'actifs, c'est ce que nous on fait en tant que retraités. Donc nous avons les mêmes objectifs, donc on peut se donner des conseils, on peut se donner des directives, ça sera fait comme ça. Les deux parties se sont quittées sur une note d'espoir, de collaboration fructueuse à l'avenir. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres. Dans son rapport publié courant janvier 2024, l'UNICEF annonce que les personnes qui seront affectées par l'insécurité alimentaire menacée en 2024 s'élèvent à 9 millions. Il s'agit du taux le plus élevé depuis une dizaine d'années pour le Mali. Les zones concernées sont les régions du nord et du centre du pays. Oumugakou nous en parle. Dans ce rapport, l'UNICEF estime que plus de 40% de la population malienne, soit 8,8 millions de personnes, auront besoin d'une aide humanitaire en 2024. Selon l'agence onusienne, cette crise humanitaire touchera particulièrement les enfants avec un taux élevé de plus de 4,7 millions parmi les plus vulnérables. Le document indique que cette situation alimentaire s'explique par plusieurs raisons, notamment la reprise des hostilités entre les parties signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation.
le blocus sur certaines régions du nord et du centre du pays, le retrait de la MINUSMA et des attaques contre les civils. La diminution de la présence des organisations non gouvernementales dans certaines zones du pays est l'un des facteurs précurseurs de cette insécurité alimentaire, note l'organisation. Ces chiffres de l'UNICEF sont d'ores et déjà contestés par le Commissariat à la sécurité alimentaire, qui précise que c'est un peu plus d'1,3 million de personnes qui seront en insécurité alimentaire pendant la période de soudure comprise entre juin et août 2024. Selon le coordinateur national du système d'alerte précoce SAP, des mesures sont déjà prises pour soutenir les personnes qui seront touchées par cette crise alimentaire. La Ligue démocratique pour le changement a célébré le samedi 20 janvier 2024 le 6e anniversaire de sa création. Une occasion pour le président de faire le point de l'état du parti et déplorer les défis auxquels notre pays fait face. Abassanogo pour le commentaire. Il y a de cela 6 ans, la Ligue démocratique pour le changement a fait son entrée dans l'arène politique malienne. Depuis, il est parvenu à se faire une place et cela grâce à l'engagement des militants. En 6 années, doucement mais sûrement, nous avons réussi à nous faire un espace sur l'échiquier politique. C'est grâce aux militants, aux sympathisants et au soutien, en particulier le groupe Espoir, que nous avons réussi ce chemin. Pour le président de la Ligue démocratique pour le changement, le Mali reste confronté à de nombreux défis qui entravent son développement. Nous avons parlé de mauvaise gouvernance, nous avons parlé de l'éducation, nous avons parlé de la sécurité, nous avons parlé des infrastructures, nous avons parlé de la coopération avec les pays amis, nous avons parlé de la santé, etc. Aujourd'hui, tous ces défis demeurent. Pour remédier à ces difficultés et enclencher le développement du Mali, Moussa Sinko Coulibaly propose d'aller aux élections et son parti est déjà prêt. En tant que parti politique, naturellement, nous nous préparons pour tous les rendez-vous politiques à venir. Donc pour ça, nous pensons qu'il n'y a pas d'alternative aux élections. Nous pensons que nous devons aller le plus rapidement possible aux élections, donner la parole au peuple malien, que le peuple souverain puisse désigner de nouveaux représentants. Nous pensons que c'est à ces prix que nous allons contribuer à aider ce pays à sortir de la période difficile que nous traversons actuellement. Profitant de cette occasion qui coïncide avec la fête de l'armée aussi, le général Moussa Sinko a rendu un vibrant hommage aux femmes. L'affaire EDM-SA continue de défrayer la chronique. Pour faux et usage de faux et atteinte au bien public, l'ancien ministre de l'Énergie Lamine Seydou Traoré, 2 anciens directeurs généraux de l'EDM et d'autres cadres de la société ont été placés sous mandat de dépôt par la Cour suprême. Aïssa Tadjara nous en parle. Après plusieurs jours de garde à vue dans l'affaire de faux et usage de faux et atteinte au bien public dans l'achat de 27 groupes électrogènes et transformateurs de l'EDM-SA, l'ancien ministre de l'Énergie et 2 anciens directeurs généraux de l'Énergie du Mali, Oumar Diarra et Kourechi Konari, ont été placés sous mandat de dépôt par la Cour suprême, apprend-on du journaliste Isiaka Tamboura. Aussi, Ousmane Traoré, ancien directeur de la production EDM-SA, et Boubacar Diallo, ex-directeur administratif et financier et actuel conseiller du DG, aussi ont été placés sous mandat de dépôt par la Cour suprême, après leurs auditions dans l'affaire des 27 groupes électrogènes. Contrairement à eux, le président du conseil d'administration de l'EDM-SA est libre de ses mouvements après avoir été longuement entendu par la Chambre civile d'instruction de la Cour suprême, précise la même source, tout comme lui. Les autres membres de son conseil d'administration sont hors cause. Nous restons avec ce dossier où on a appris que 2 fournisseurs de carburant, dont
Le richissime Mamala et la chef du bureau des hydrocarbures de la Direction générale des douanes ont été également placés sous mandat de dépôt par la Cour suprême. La Sinjakité nous édifie davantage. Les auditions de la Cour suprême dans l'affaire EDM-SA a aussi permis de mettre plusieurs personnes sous mandat de dépôt pour blanchiment. Ils sont suspectés dans l'affaire de détournement de carburant à l'énergie du Mali. Selon toujours notre confrère Isiaka Tamboura, le chef du bureau des hydrocarbures à la Direction générale des douanes, Saran Diakité, a été placé sous mandat de dépôt par la Cour suprême ce lundi après son audition. Aussi, des opérateurs fournisseurs du carburant à l'EDM-SA ont été placés sous mandat de dépôt par la Cour suprême pour des écarts dans cette affaire dite EDM-SA. Parmi eux, le célèbre Mamala et un autre pétrolier. Le représentant d'un troisième fournisseur a été relaxé. Les prévenus sont poursuivis pour blanchissement. Actualité sur un tout autre plan, l'Institut national de prévoyance sociale, INPS, a organisé ce mardi un atelier de restitution du groupe HCE sur le plan de carrière de l'INPS. Débuté ce 23 janvier 2024, cet atelier de 2 jours permettra aux experts et aux participants d'élaborer un plan de carrière et une politique de mobilité du personnel de l'INPS. Un compte rendu signé Amadou Diarra. Le présent atelier a pour but d'élaborer un plan de carrière et une politique de mobilité du personnel de l'Institut national de prévoyance sociale, l'INPS. Selon les directeurs de l'INPS, ce projet aura un impact sur la gestion des ressources humaines de l'INPS. Le plan de carrière, ça se définit de soi. C'est quelqu'un, par exemple, qui réunit un ensemble de conditions pour lui-même, pour son épanouissement personnel dans les services. Et figurez-vous qu'à ce titre-là, ça va être un précieux outil d'aide à la décision pour le directeur général ou pour la direction générale. Parce que on ne va pas nommer au poste comme ça. Et il y aura des critères. Les experts et les participants entendent mener plusieurs activités durant les 2 jours de l'atelier. Au cours de cet atelier, on va faire les derniers réglages pour que le document qui sort soit vraiment un document consensuel. Il vous est demandé ici d'avoir un esprit très participatif et très constructif. En ce moment, dès que vous sortez de cette salle, il faudrait aussi chercher à vous renseigner, à vous informer, pour amener des éléments d'amélioration du document qui va être un document définitif. Les recommandations issues de cet atelier d'élaboration d'un plan de carrière et une politique de mobilité du personnel de l'INPS permettront de renforcer les acquis de l'Institut national de prévoyance sociale. Dans sa politique d'accompagnement du gouvernement du Mali et de la société civile, la Fondation Orange Mali a procédé ce lundi 22 janvier 2024 à la remise d'équipements sanitaires et de médicaments au ministère de la Santé et du Développement social. Par ce geste, la Fondation Orange Mali veut faciliter l'accès à la santé et réduire la mortalité maternelle et infantile au Mali. Maïmouna Ouedraogo, Montala Ouattara, compte rendu. Pour améliorer les plateaux techniques sanitaires et réduire considérablement la mortalité maternelle et infantile au Mali, la Fondation Orange Mali offre aux autorités sanitaires des équipements et des médicaments d'une valeur de 300 millions de francs CFA. Ce don est composé de 2000 kits de césarienne et 20 motos ambulances. Les actions vont surtout à l'endroit des femmes et des enfants, de la population de façon générale, mais particulièrement vers les femmes et les enfants. Et c'est dans ce cadre qu'on est beaucoup engagé dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Donc ce qui justifie qu'on ait répondu à cet appel du ministère. Maintenant, par rapport aux ambulances également, c'est pour faciliter vraiment le transport des malades d'urgence vers les centres de santé de référence ou des hôpitaux aux besoins. Pour le ministère de la Santé, en plus de renforcer les systèmes sanitaires, ces dons vont sauver des vies. Alors, les kits de césarienne, comme le dit, la césarienne est gratuite au Mali.
Alors, je l'ai dit, ça c'est depuis 2005. Les indications ont changé, la population a évolué. Donc, il se peut des fois, bien entendu, qu'il y ait des ruptures ça et là. Et donc, c'est pour cela que nous avons sollicité la Fondation Orange pour venir renforcer, bien entendu, encore une fois, la disponibilité de ces kits. Alors, ce qui fut fait aujourd'hui, et c'est pourquoi vraiment mon sentiment, c'est un sentiment de fierté et très content. Et de remerciement surtout, en tout cas à l'endroit de la Fondation qui n'est pas à l'ère première. Donc c'est un partenariat dynamique entre nous, puisqu'on s'assoit, nous faisons les expressions de besoins selon le moment et le plus souvent, ces besoins sont pris en compte. C'est ce qu'on appelle le partenariat positif. En plus de ces dons, la Fondation Orange entend mettre à la disposition du Centre national de transfusion sanguine 2 véhicules utilitaires fourgons de collecte des sangs et une centrifugeuse frigorifiée des sangs pour le soutien des autorités sanitaires. Sport, football, dans cette édition, à l'issue du match nul entre le Maroc et la RD Congo lors de la 2e journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce dimanche 21 janvier, une bagarre générale a éclaté entre les deux équipes. L'incident s'est ensuite déplacé dans les couloirs du stade Laurent Pokou, notamment entre Walid Regragui, entraîneur marocain, et Chancel Mbemba, défenseur congolais de l'Olympique de Marseille. En conférence de presse, le sélectionneur marocain s'est prononcé sur l'incident. Plus de précisions avec nos envoyés spéciaux depuis la Côte d'Ivoire. En conférence d'avant-match Maroc-Zambie, les sélectionneurs des Lions de l'Atlas a profité de l'occasion pour parler de cette bagarre générale qui a éclaté juste après le coup de sifflet final de la rencontre Maroc-République démocratique du Congo. Je pense qu'on en a fait un peu trop parce que mine de rien, des échauffourées comme ça en fin de match, ça existe pratiquement tout le temps dans le football. La dernière Coupe du Monde, je me rappelle, il y avait un Pays-Bas-Argentine et je pense que c'était pire que ça. On n'en a pas fait autant. Je pense qu'il n'y a pas eu de coup de données, il y a juste des séparations et peut-être des tirages entre certains joueurs. Selon lui, l'incident pourrait s'expliquer par la très grande chaleur d'une part et d'autre part l'envie de gagner des deux sélections. Mais c'est vrai que cette polémique pendant 48 heures, elle a été, je pense, un peu trop exagérée de toutes parts. Mais ça ne va pas nous affecter, je pense que ça affectera personne, c'est un match de football, ça s'est bien terminé à la fin, il y a eu le respect entre les coachs, entre les joueurs, on se connaît. Ce qui est dommage, et c'est bien que vous me demandez, c'est ce qui s'est passé après le match, pouvoir avoir voulu me ramener dans un débat comme quoi j'avais eu des propos racistes, je pense que c'est honteux. Tout simplement, et je défendrai mon image jusqu'au bout parce que c'est pas celle que je donne depuis de nombreuses années et c'est pas celle que je veux qu'on me donne. À noter que la CAF a ouvert une enquête contre la Fédération royale marocaine de football et la Fédération congolaise de football suite à ces incidents et on s'attend à des sanctions. Le sélectionneur des Aigles du Mali, lui, pour l'heure, n'a qu'un seul objectif, battre la Namibie pour terminer premier de la poule E. En conférence de presse aujourd'hui à San Pedro, Éric Sékouchel a loué les qualités de l'équipe adverse tout en insistant sur son ambition de boucler la phase des poules de plus belle des manières. Maliki Diallo, Djelika Guindo, Ibrahim Dawa et Moudou Faye pour les détails. Pour son 3e match, le Mali affrontera la Namibie 24 janvier à San Pedro au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Après leur belle victoire contre l'Afrique du Sud et le match nul contre la Tunisie, les Aigles du Mali sont déjà qualifiés pour les 8e de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. L'enjeu pour le sélectionneur national et ses poulains est de finir premier de la poule E pour non seulement retourner jouer à Korogo, considéré comme le fief des supporters du Mali, mais aussi éviter de tomber sur l'un des favoris de cette CAN, probablement le Maroc. Il y a un match à jouer. Voilà, il y a 3 points en jeu. Le but du jeu, c'est de viser les 3 points et de faire un bon match pour rester dans la continuité de ce qu'on fait depuis le début. Après, le choix tactique, les turnovers, le système de jeu, voilà, ça va dépendre de beaucoup de choses et notamment de la fin de mon analyse de cette équipe de la Namibie. La Namibie, 3e de la poule avec 3 points, n'a pas dit son dernier mot.
À défaut d'une victoire face aux Aigles, le sélectionneur namibien est déterminé à arracher le point du match nul demain au stade Laurent Pokou de San Pedro pour espérer atteindre les huitièmes de finale. Saying that he's a striker, he wants to score goals. Donc on a notre chance aussi dans cette CAN. Il faut juste jouer contre le Mali, essayer au pire des cas d'engranger un point. Comme ça, on sera parmi les équipes qualifiées pour le huitième de finale. Alors que le Mali et la Namibie s'affronteront à San Pedro, la Tunisie, dernière de la poule avec 1 point, croisera le fer avec l'Afrique du Sud, deuxième avec 3 points au stade Amadou Ngong Coulibaly de Korogo. Et voilà, ce journal est terminé. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous aussi de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure, à même chaîne. Bonsoir.